Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans les greniers des savoirs. Nous recevons aujourd'hui professeur Boulama Kaoum. Bonjour professeur, chers collègues. Bonjour. Professeur, vous êtes enseignant-chercheur à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey et vous êtes spécialiste de littérature sahélienne. Professeur, vous pouvez nous parler de votre parcours? Merci, chers collègues. Avant de répondre à votre question, j'aimerais, chers amis, remercier d'abord l'IRICH, notamment le professeur Moumouni et la télévision Labari, pour cette très belle initiative. J'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup sur le terrain. Les enseignants-chercheurs, nous faisons des choses, mais ces choses-là ne sont pas connues du tout, même pas par nos étudiants souvent, alors que nous produisons, nous écrivons, et ça vraiment, ça reste toujours dans nos bibliothèques privées, dans nos tiroirs, et puis c'est tout, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi, cette initiative, elle doit continuer parce qu'elle permet justement une certaine visibilité des enseignants-chercheurs de ce qu'ils font. Ceci dit, pour répondre à votre question, justement comme vous l'avez dit, moi c'est professeur Boulama Kaoum. Je suis professeur titulaire des universités à la faculté des lettres et sciences humaines à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Alors, puisque vous avez parlé de parcours universitaire, je vais juste dire que je me suis inscrit en 85 d'abord en droit. Ensuite, j'ai changé pour aller en lettres modernes. Et là, de 85 donc jusqu'à 89, jusqu'à même 90, j'avais obtenu donc ma maîtrise en lettres. Et vous savez qu'à l'époque, quand vous avez votre licence ou votre maîtrise, vous êtes directement versé dans l'enseignement. Donc je suis allé très vite dans l'enseignement. Donc voilà. Donc, merci beaucoup. Et vous avez soutenu une thèse intitulée Littérature sahélienne et environnement, exemple du roman malien et nigérien en 2003 à l'université de Lomé au Togo. Oui, justement cette thèse littérature sahélienne et environnement en fait est partie d'un intérêt très appuyé de ma part. Lorsque j'étais ici, j'ai soutenu ma maîtrise, le département m'a programmé pour aller continuer pour son compte, c'est-à-dire faire une thèse et revenir enseigner justement critique littéraire. Donc, comme je suis allé dans l'enseignement, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas voulu me libérer. Et donc, ça a traîné jusqu'à 98 où j'ai eu encore une autre programmation de l'université qui a demandé à ce qu'on me laisse partir. Et j'ai eu la possibilité d'aller à l'université. Alors, quel est l'intérêt que j'avais mis en avant? C'était qu'à l'époque, on en parlait entre nous étudiants, mais on ne sait pas très bien ce que c'est la littérature sahélienne. Nous, ce qu'on sait, c'est la littérature de l'Afrique de l'Ouest. Et souvent, il y a cette confusion entre l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, alors même que les deux entités sont totalement différentes. Peut-être le Sahel était une entité de l'Afrique de l'Ouest, mais les deux littératures ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que j'avais cette envie de chercher à savoir plus. Quand je suis allé, je voulais voir comment on peut, ne serait-ce que le début d'une certaine formalisation, comment on peut donc dégager une certaine formalisation de la littérature sahélienne. Et cette thèse, donc, c'était pour, si vous voulez, aboutir à réaliser cet intérêt que j'attache à la littérature sahélienne. Donc, j'avais pris le thème, mais j'avais été aussi confronté à une difficulté à l'époque,
parce qu'il n'y avait pas de spécialistes de la littérature sahélienne. À Lomé, ils ne connaissent que la littérature de la forêt, c'est-à-dire il y a une très grande différence. Et le professeur Amela, qui devrait m'encadrer, m'a dit clairement, écoute, moi je ne connais pas très bien la littérature du Sahel, hein, donc je vais apprendre avec toi. J'ai dit tant mieux. Moi, ça ne me décourage pas et je me suis engagé à faire ça. Et finalement, en 2003, donc, la thèse a abouti et on a soutenu cette thèse-là, malgré tout. Et voilà que maintenant nous sommes en pleine thématique Sahel. Yeah. Donc à ce niveau, on peut dire que vous êtes visionnaire. Hein? Et c'est un sujet très très intéressant. Alors, qu'est-ce qui caractérise la littérature sahélienne en particulier? Lorsque donc, je me suis mis à chercher dans la littérature sahélienne, en fait au niveau des œuvres, je me suis rendu compte qu'il y a deux caractéristiques principales. La littérature sahélienne donc, a une double caractéristique dialectique souvent. D'une part, elle est l'expression d'un environnement répulsif, c'est-à-dire que vous allez voir pratiquement dans tous les romans du Sahel, on va vous parler des aléas climatiques, notamment la chaleur, la sécheresse, la sécheresse vue sous tous les angles, hein. La sécheresse comme manque de pluie, comme manque donc d'eau, la sécheresse comme manque de nourriture, etc. Donc cette caractéristique, la première, donc l'expression d'un environnement répulsif apparaît pratiquement dans tous les romans qu'on a étudiés. C'est un roman un corpus de 10 romans. Et ça, c'est la première caractéristique que nous avons dégagée. Mais on s'est rendu compte que cette caractéristique qui semble être pessimiste n'est pas finalement pessimiste. Ce n'est pas l'expression d'un pessimisme, mais souvent, c'est l'expression d'une prise de conscience pour un sursaut justement, afin de combattre l'adversité. Cette adversité exprimée dans donc, la première caractéristique, finalement, on sent qu'au Sahel, il y a une certaine résilience qui se dégage. Les gens ne se découragent pas face à cette adversité, mais il y a donc des efforts pour combattre justement cette adversité. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est dialectique. Non seulement il y a cette caractéristique donc, qui est liée aux aléas climatiques et qui semble présenter un environnement peu convenable, mais en même temps, il y a une prise de conscience de cette situation qui fait que les habitants du Sahel luttent pour un Sahel quand même vivable. Voilà. Donc quand vous regardez la littérature sahélienne, c'est les deux caractéristiques qui dominent. Et c'est pour ça qu'il y avait quelque part dans la thèse, lorsque j'ai dit ça à la soutenance, on a fait une boutade, j'ai dit au Niger, une journée sans soleil, c'est presque impossible. Alors, ils ont dit, mais comment ça? J'ai dit oui, même s'il aura plu, c'est que le soleil là est là. Et c'est vrai. Et je leur ai dit, tellement le manque d'eau, c'est une préoccupation chez nous, qu'à la télé et à la radio, on communique les hauteurs d'eau tombées dans les régions. Alors, ils étaient très étonnés. Comment on va passer notre temps à compliquer? Parce que chez eux, tous les jours, ça pleut. On ne peut pas. Donc, chez nous, j'ai dit, les pluies sont rares. Et c'est pour ça que, justement, cette caractéristique, donc, un environnement répulsif, ça englobe tout ça. Voilà. Ouais, c'est très intéressant. Alors, en termes de forme, quelle est la place vous avez parlé de l'incipit dans le roman africain. Quelle est la place quelle place occupe l'incipit? L'incipit, c'est souvent défini comme le début du roman. Oui. Alors, en fait, l'incipit, je ne l'ai pas étudié dans le cadre de la littérature sahélienne, mais dans le cadre de la littérature africaine. Et je me suis rendu compte que dans nos romans ou nos productions africaines, l'incipit est souvent une sorte de plagiat. Voilà, c'est-à-dire, c'est pourquoi oui, plagiat ou originalité. Voilà, j'ai intitulé l'article l'incipit, plagiat ou originalité. En réalité, c'est les deux. Les écrivains partent souvent des incipits que nous connaissons, qui sont célèbres, et
souvent maintenant, ils amènent une touche originale en écrivant pour juste, en fait, l'incipit. Quel est l'intérêt de l'incipit? C'est juste pour motiver la lecture, souvent, ou pour planter les décors. Mais les écrivains sahéliens, souvent, ou africains de manière générale, utilisent l'incipit plutôt pour un peu combattre la forme d'écriture qui se dégage dans les œuvres. Parce que les œuvres européennes ou occidentales, l'incipit a une caractéristique très bien précise, alors que chez nous, ils ont pris ces incipits pour un peu, si vous voulez, montrer que ce n'est pas une fin en soi. Nous, on part de là et puis créer un intérêt plus accru que ce que vous avez l'habitude de faire. C'est pour ça que plagiat ou originalité, finalement, ça devient une originalité. Plagiat parce qu'on est parti justement de ces incipits qui existent. Si vous avez regardé, je suis parti de beaucoup d'incipits qu'on connaît et j'ai abouti à une certaine originalité puisqu'ils font recours à des ressources, souvent de ruralité, comme dans le conte. Vous avez vu, le conte a toujours un début très clair, et pour donc rendre une littérature originale. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce que nous, dans le cadre des manuscrits anciens aussi, dans la description des manuscrits, on s'intéresse à l'incipit. Et là, l'incipit nous aide à authentifier les manuscrits, notamment d'un auteur. C'est un aspect très important. Voilà. Et toujours dans le cadre du roman africain, je voudrais aussi qu'on parle un peu de la femme, la place de la femme. Alors là, il y a un article que j'ai produit, la place de la femme dans la littérature africaine. Alors, en fait, j'ai essayé de sortir des sentiers battus. Pour voir est-ce que la femme est toujours celle-là qui est reléguée au second plan. Et je suis parti en reconnaissant ça dans l'article. J'ai dit que c'est vrai que la femme a une place souvent de seconde zone et elle-même, elle l'a accepté comme ça. Mais on commence de plus en plus à voir, j'ai pris des écrivaines, Calix Balea, Marine Diop, et quelques exemples donc des écrivaines qui ont essayé en tout cas de se relever. Et finalement, donc dans la deuxième partie de l'article, j'ai dit que la femme, elle va vers un combat militant. Si bien que la place de la femme aujourd'hui, ce n'est pas dans le foyer, mais on commence à voir d'abord des femmes de lettres. Ça, c'est devenu une réalité, alors qu'il y avait que Mariam Ba qu'on connaît, avec une Silong l'autre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont écrit, qui ont produit. Ensuite, nous verrons que les femmes ont intégré le champ politique. Si bien que les femmes aujourd'hui sont parfois ministres, premier ministre même, parfois députées, voilà. Et donc dans les romans, c'est tout ça là que j'ai essayé de voir. Donc la femme, sa place n'est pas comme dans le temps une place de seconde zone, mais elle a su relever les défis et se mettre dans le combat justement pour le développement durable. C'était la conclusion, j'ai dit, la femme apporte aujourd'hui sa pierre au développement durable. Voilà. Ça, c'est les questions du genre, c'est toujours important. Et en regardant vos travaux aussi, j'ai remarqué que vous avez travaillé également sur les questions de bonne gouvernance et aussi de forme de pouvoir. Les deux articles en fait se complètent. Le premier article qui a un peu duré, qui était un peu vieux, la bonne gouvernance dans le roman africain. Alors, la question de bonne gouvernance dans le roman africain est partie d'un constat, parce que c'était un colloque qui devrait s'organiser à Lomé, et on m'avait envoyé l'appel à communication. Finalement, c'est devenu un livre collectif, et on m'a demandé de produire un article dans le domaine des lettres, la bonne gouvernance avec les lettres. Alors j'ai essayé de voir comment je peux produire un article, et là j'ai vu que la bonne gouvernance dans un premier temps c'est pendant la période coloniale.
on ne peut pratiquement pas parler de bonne gouvernance parce que dans les romans, on voit qu'il n'y a que la mauvaise gouvernance. Bon, donc le titre, c'est juste une métaphore. La période coloniale, la gouvernance, elle est ce qu'elle est. Et après la colonisation, les Africains qui ont pris le pouvoir, qui devraient amener la bonne gouvernance, ont fait pire que le colon. Donc dans l'article, j'ai dépassé cette partie où on incrimine toujours les Occidentaux pour dire que c'est eux qui nous ont fait ceci, cela. Mais nous, quand nous avons eu aussi la possibilité de bien faire, nous avons plutôt fait le mauvais choix. Finalement, voilà, j'ai parlé des indépendances, j'ai parlé de l'âge d'or n'est pas pour demain. C'est-à-dire que finalement, la bonne gouvernance, c'est pas pour aujourd'hui. On avait attendu, comme Fama l'a voulu. Fama pensait qu'après les indépendances, ces problèmes étaient terminés, mais ces problèmes se sont accrus. Finalement, même s'il a été hanté par cette question de naissance d'un garçon d'un enfant qui l'attend, mais finalement, les problèmes de Fama sont restés tels. Parce qu'il avait beaucoup fondé d'espoir en combattant le colon, mais finalement, la gouvernance africaine, c'est blanc bonnet, bonnet blanc avec la gouvernance coloniale. Voilà. Alors il y avait la forme de pouvoir aussi. C'est juste pour un peu compléter justement cet article. Et si vous avez vu là aussi, j'ai constaté que les formes de pouvoir dans les romans africains, il n'y a que les deux qui apparaissent. C'est-à-dire le pouvoir colonial, le pouvoir africain. Mais ces deux pouvoirs, finalement, se retrouvent et se séparent. Voilà, j'ai comparé les deux. Se retrouvent parce que, comme je l'ai dit dans le premier article, c'est la même chose, mais se séparent souvent. Aujourd'hui, on a compris, et certains écrivains le font savoir, que la gouvernance en Afrique, il y a de nouvelles forces qui commencent à naître, notamment la société civile, notamment, en tout cas, j'ai beaucoup insisté sur la société civile, et les forces, en tout cas, telles que la presse, qui commence à un peu faire bouger les choses. Et donc, on ne peut pas confondre les deux pouvoirs. Donc, il y a une forme de pouvoir africain qui se dégage, qui est multiforme. C'est-à-dire le pouvoir politique est là, mais il y a des pouvoirs du côté aussi des civils, tels que la presse, la société civile, qui font en sorte que la gouvernance, en tout cas, change un peu de forme, quoi. Voilà. C'est intéressant. Toujours dans vos productions scientifiques, vous avez également évoqué la question du statut hiérarchique des personnages dans le terrorisme noir. Le statut hiérarchique des personnages, en fait, c'est pour lever une confusion. Quand vous entendez beaucoup même des personnes bien indiquées qui ne devraient pas faire cette confusion, la font souvent. C'est-à-dire qu'il y a dans le texte ce qu'on appelle les personnages. Ces personnages-là, on peut parler de personnages principaux, mais aussi surtout de héros. Et on confond les deux. Donc le personnage principal, il peut être, si vous voulez, le personnage le plus cité. Il est apprécié vraiment quantitativement. Voilà, il peut être un anti-héros dans le texte, mais s'il revient fréquemment, donc celui-là, il est un personnage principal. C'est numérique, c'est vraiment de la statistique. Par contre, le héros, il faut une poétique d'étude, parce que le héros n'est pas coopté comme ça. Peut-être dans le conte, on voit que le héros est déjà coopté, on l'indique déjà dès le départ. Mais dans les romans, il faut élire le héros en partant des valeurs. Parce que le héros, souvent, lui, il défend des valeurs de progrès. Ok? C'est quelqu'un qui se sacrifie pour sa société ou pour la communauté. Donc, il poursuit toujours des valeurs positives. Par exemple, le héros ne peut pas commettre des fautes qui vont à l'encontre justement des valeurs défendues par la société.
Et donc, parmi les personnages, vous voyez que lui, il se dégage clairement. Il a toujours une mission dans le texte. Un héros, contrairement au personnage principal, lui, il a une mission. Et cette mission, c'est pour justement amener un plus à sa société ou à la société du texte. Vous voyez que lui, il est complexe, c'est un personnage complexe. Et donc, j'ai voulu, ça c'est parce que mes étudiants me posaient souvent la question et me disent, monsieur, dans les soirées des indépendances, est-ce que Fama est un héros? Souvent, donc, parce qu'on a un chapitre en critique littéraire, la question du héros. Donc, quand on fait le cours, et ils pensent que c'est facile. Donc, on prend un roman, on me dit, monsieur, est-ce que c'est ça? Je leur ai dit, on ne peut pas désigner le héros comme ça, à main levée. Le personnage principal, c'est possible. Donc, ça m'a donné l'idée d'écrire un article pour montrer que dans les deux, c'est-à-dire dans le terrorisme noir, autant Habib, c'est Habib Ba, non? Je pense que si je n'ai pas oublié le personnage, et Fama, autant donc celui-là, dans le terrorisme noir, il est un héros, parce qu'il a d'abord une mission, cette mission justement de libérer sa communauté. Ensuite, il a toujours défendu des valeurs de progrès. De l'autre côté, Fama, c'est un personnage principal. Pourquoi? Parce que Fama, c'est un personnage foncièrement tourné vers le passé. Il regrette toujours son passé, c'est-à-dire que les indépendances, lui, il était un prince pendant la colonisation. Chaque fois, il le rappelle. Il est maintenant que la colonisation est partie, il est devenu un mendiant. Dans la nouvelle société, Fama mendie parce qu'il court de cérémonie en cérémonie pour survivre. Et il est égoïste aussi. Quelqu'un, il tire tout sur lui parce que sa seule préoccupation, c'est avoir un enfant. Donc, il ne pense pas à sa communauté. Et je leur ai donc, dans l'article, montré que Fama reste un personnage principal de l'œuvre, ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas être un héros parce qu'il n'a pas une vision pour la communauté ou une vision, en tout cas, universaliste. Voilà, donc cet article parle de ça. Alors, la question de violence, ça, c'est une question qui est courante. Je l'avais dit d'abord dans l'article, la violence dans Saraounia. Ça, c'est l'épopée. Si on part du fait que Saraounia, c'est une épopée, la violence dans une épopée, c'est ce qui est normal, quoi. C'est l'évidence. Mais il n'y a pas que la violence physique, en fait. Et c'est ça la différence que j'ai un peu apportée. Il y a la violence physique qui est au cœur de l'œuvre partout. Ça se voit dès la première page déjà. On voit un enfant qui agonisait, une mère qui agonisait, l'enfant est en train de téter, etc. Mais il y a la violence verbale. Voilà. Ici, souvent des administrateurs coloniaux, notamment les membres de la troupe, qui, même pour appeler un nègre, macaque, c'est une violence verbale, parce qu'on t'attaque. Mais aussi du côté des Noirs aussi, j'ai constaté qu'il y a cette violence-là. Donc ça, c'est dans Saraounia. Mais on a vu aussi dans les œuvres romanesques de Kourouma, une auto-textualité, où j'ai vu aussi là-bas la question de la violence. Il y a deux types de violence dans les œuvres justement de Kourouma. Il y a la violence justement physique, ça se voit dans les nouvelles œuvres. Allah n'est pas obligé. Allah n'est pas obligé. Ensuite, l'autre œuvre, la dernière, alors il y a la violence physique. Mais dans, par exemple, les premières œuvres, ce qui domine, ce n'est pas la violence physique, mais c'est la violence verbale, telle que le Soleil des indépendances. Quand vous regardez l'œuvre, la violence morale, donc elle domine plus que la violence physique. Voilà les deux types de violence que nous avons. C'est vrai que souvent, les gens regardent la violence physique, mais on ne voit pas ce côté-là. Alors qu'elle est plus pernicieuse, la violence morale est plus... L'autre, parce qu'on t'a tué, c'est fini, quoi. Mais ça, la violence morale, elle dure. Et elle persécute l'individu. C'est ça la différence, en fait.
Merci beaucoup, chers collègues. Également aussi les questions vous avez évoqué aussi dans vos travaux les questions de migration. Oui. Migration, la quête individuelle. À la systématisation politique. Oui. Oui, alors cet article, c'est un article que j'ai présenté à un colloque à Lomé. Alors, on m'avait demandé justement dans ce cadre de présenter un article et j'avais pensé à cela. Donc, l'immigration, j'avais dit, donc, le titre c'était l'immigration, la quête individuelle de l'immigration. Au départ, on sent que l'immigration, elle est individuelle. Souvent, les personnages qui sont candidats à l'immigration sont des personnages qui partent pour eux-mêmes. C'est un choix individuel. C'est un choix individuel. Alors donc, ils vont partir. Au départ, par exemple, les premières formes de l'immigration en Afrique, c'est d'abord les étudiants noirs qui sont partis pour chercher un diplôme. C'est individuel. Quête du Donc savoir. voilà, quête du savoir, ils sont partis pour ça. Cette forme-là va évoluer. Finalement, l'immigration a pris une forme beaucoup plus collective parce que les personnages qui y vont au nom des autres. Quand vous regardez dans Fatih Diom, Fatih Diom, il y a quelque part dans l'article que j'ai cité, tous ceux qui sont, il y a un qui est parti, mais tout le village cherche à savoir si est-ce qu'il est parti à bon port, est-ce qu'il a atteint la destination. Vous voyez, donc c'est tout le village qui fonde l'espoir sur lui. Et c'est d'abord cette première étape, donc ça concerne le village, ça va concerner finalement le pays et même le continent. C'est devenu aujourd'hui une question politique, parce que l'immigration, ce n'est pas que seulement je pars chercher à manger. Vous avez bien vu que les pays, comment les pays occidentaux essaient de mettre de l'argent pour contrôler l'immigration. C'est devenu une question largement politique. Et puis aussi la question de diaspora, Voilà. aussi, les États aussi Voilà. cherchent de tirer une manne financière. J'avais donné un exemple du Sénégal et du Mali dans l'article. La diaspora, l'argent qu'elle envoie dans le pays, c'est plus que 2 fois le budget de ces pays. Donc ça fait beaucoup. Et la diaspora est devenue une force, j'avais dit, une force politique qui a même une place à l'Assemblée. Souvent, la diaspora a commencé à intégrer les assemblées nationales des pays, ce qui fait qu'elles sont très importantes. Là, c'est considéré comme une région à part entière. Et également, toujours dans vos travaux, la question du symbolisme du Nord. Si on revient au roman sahélien. Oui, ça, le symbolisme du Nord dans les romans sahéliens, ça c'est les premiers articles que j'ai produits pour passer maître assistant. En fait, il y a aussi la question de temporalité dans les romans. En fait, le symbolisme du Nord, vous allez voir dans les perspectives, je l'ai cité, je voulais même l'élargir pour écrire un ouvrage. La lecture des romans au Sahel laisse voir tout de suite qu'on parle d'un espace, le Nord, et cet espace a les mêmes caractéristiques un peu partout dans les romans. C'est-à-dire un espace hostile, un espace où les aléas climatiques sont tout à fait hostiles. C'est difficile de vivre dans cet espace. Et donc, ça m'a donné l'idée d'écrire vraiment le symbolisme. Quel est le symbole du Nord dans le roman sahélien? Ça symbolise donc un espace de violation de droits, parce que vous allez voir que toutes les prisons célèbres de ces pays sahéliens sont situées dans le Nord. Quand vous prenez le Mali, quand vous prenez le Niger, pratiquement, le Niger avec Daotimi, et le Mali avec les salines du Nord, on sent que c'est un espace pour loger les prisonniers politiques les plus célèbres. Donc ça, c'est le premier symbole. Et j'ai aussi vu que le deuxième symbole que le Nord peut dégager, c'est aussi l'expression d'une malgouvernance.
Finalement, le Nord se confond à toutes ces gouvernances, même si on les considère comme au Sud. Même au Sud, c'est le Nord. Donc, j'ai un peu fait un jeu de mots pour dire que le Nord symbolise aussi la gouvernance telle qu'elle se pratique dans le Sud. Il n'y a pas de différence. C'est ça. Oui, c'est très intéressant. Et parmi vos ouvrages, là, il y a on en a un peu parlé, hein, qui est en lien avec votre thèse de littérature sahélienne et environnement. Et le second ouvrage... Didactique du français. Comment enseigner le français au lycée. Comment enseigner le français au lycée. Comment enseigner le français au lycée. Voilà, donc, vous pouvez nous en parler un peu de cet ouvrage. Comment enseigne-t-on le français au lycée? Grosse question. Cet ouvrage a toute une histoire. En fait, moi, comme je vous ai dit au début, dans ma présentation, j'ai été enseignant au collège et au lycée. Et donc, j'ai plus duré au lycée. Et cette expérience d'enseignement au lycée m'a donné une idée. Parce que j'ai vu que quand j'étais enseignant au lycée, je n'avais pas de repères. C'est-à-dire nous utilisons des manuels venus d'ailleurs qui n'ont aucun rapport avec les réalités de nos élèves. Alors que dans l'enseignement, normalement, les élèves doivent baigner dans leur environnement. Et donc, j'avais toutes les difficultés du monde à enseigner le français. Parce que je n'avais pas de manuels pour enseigner le français tel que je veux à mes étudiants, à mes élèves plutôt du Niger ou de l'Afrique. Quand vous prenez ces manuels qui existaient, ou qui existent jusqu'à présent, il y en a qui les utilisent, c'est des manuels qui parlent par exemple de la société, mais la société française, si bien que nos élèves sont déboussolés quand vous donnez un exemple. Donc ça, c'est une première expérience qui m'a donné l'idée même de voir si on ne peut pas contribuer dans ce domaine-là. Ensuite, j'avais fait un stage en 2009 à Nantes. Et pendant ce stage, il y avait un module sur la didactique où j'avais beaucoup appris là-bas. Et donc là aussi, ça m'a donné l'idée d'écrire un ouvrage plus ou moins adapté à nos réalités. Alors de quoi s'agit-il? Comment enseigner le français? Je suis parti donc en prenant les 3 matières à l'écrit, c'est-à-dire la dissertation, le commentaire composé et le résumé. Donc ces 3 matières sont des matières à l'écrit et c'est là que nous avons des difficultés justement. Et c'est là que nous évaluons nos étudiants à l'examen. La première évaluation vient justement de ces 3 matières. Parce que la partie orale est supprimée aujourd'hui. Même au second groupe, nous faisons une étude de texte à l'écrit. Donc là, je n'ai pas touché cette matière, mais j'ai pris donc les 3 matières. Et j'ai pris dans la première partie comment enseigner le résumé discussion avec des exemples précis. Surtout, ce qui est important dans cet ouvrage, j'ai établi une progression, donc de la seconde jusqu'en terminale. Parce que ce que j'ai constaté que nous enseignons la même chose en seconde, la même chose en première et la même chose en terminale. Si bien que nos étudiants, à partir de la première, surtout quand on a supprimé l'anticipé, mais ils ne viennent pas au cours de français parce qu'ils ont déjà appris en seconde. En seconde, moi je vous dis qu'il y a des enseignants qui finissent le même jour qu'ils commencent le cours, la leçon de résumé discussion. Parce qu'il n'y a rien à dire, ils vont venir donner les 7 règles du résumé, comment il faut résumer, et puis ils donnent un texte, allez-y, résumez-moi le texte. Ils n'ont aucun repère, les élèves ne savent pas comment ils vont faire. Ensuite, ils vont voir la discussion, et puis en une semaine, tu as fini. Donc, tout le trimestre, tu vas passer ton temps à prendre des textes, venir faire, et tu ne leur montres même pas comment il faut résumer. Donc, ça, c'est vraiment un résumé de discussion, et les élèves sont déboussolés. Ensuite, en dissertation, la dissertation s'appelle dissertation littéraire. Ça veut dire que
c'est un exercice qui porte sur les textes. Il faut donc lire. Nos élèves, aujourd'hui même nos étudiants, c'est difficile, ils ne lisent pas. Mais qu'est-ce que toi, l'enseignant, tu as fait pour les motiver à la lecture? C'est ça la grande question. Et souvent, on voit que l'enseignant ne dit même pas aux élèves d'aller lire. Il ne donne même pas une certaine bibliographie pour qu'ils lisent. Et donc, tu viens, tu dis, voilà la dissertation, il y a l'introduction, le développement, la conclusion, juste donc la méthodologie. Et puis tu dis, bon, voilà, allez-y, travaillez. C'est comme ça que nous enseignons. C'est comme ça que certains enseignants, même jusqu'à maintenant, ils enseignent. Alors moi, j'ai essayé de voir d'abord, de partir dans un premier temps, de voir ce qu'on appelle comment établir une fiche de lecture en dissertation. Une fiche de lecture, c'est quand vous lisez, sinon vous ne pouvez pas établir une fiche de lecture. Donc ça va permettre, dès le premier jour de la rentrée, vous donner des œuvres, ça va leur permettre de les lire et aussi d'apprendre à établir la fiche parce que ça leur permet de retenir quelque chose de ce qu'ils ont lu. Voilà, donc ça c'est un premier exercice que j'ai essayé de forcer avec eux. Et ensuite, quand vous venez à la dissertation, maintenant, à partir des éléments de la fiche, parce que même les sujets que nous composons, c'est des sujets souvent qui partent d'une thématique, donc des thèmes qu'on a relevés des œuvres. Donc comment maintenant formuler un sujet de dissertation. Et là, avec les élèves, vous allez donner, ils vont faire des phrases, pour en tout cas trouver une phrase qui va inciter à la réflexion. Et c'est ça le sujet de dissertation. À partir du moment où ils ont fait le parcours, ils savent, avec les mots qu'ils ont utilisés, le contenu déjà de cette dissertation. Donc, comme ça, on progresse. Et j'avais dit qu'à partir de là, on peut arrêter les leçons sur la dissertation en seconde. On continue en première maintenant comment traiter un sujet, ainsi de suite jusqu'en terminale. Si bien que pendant les 3 étapes, c'est de nouvelles leçons. Donc, c'est ça la particularité du livre. C'est une progression pendant 3 années, c'est-à-dire qu'en seconde, en résumé de discussion, nous allons voir donc la réduction des phrases, la réduction des paragraphes et les caractéristiques du texte à résumer, juste les caractéristiques, parce que c'est le texte qu'on va résumer. Donc là, on s'arrête en seconde. Maintenant, en première, on va voir comment il faut travailler un texte en vue de son résumé, comment il faut faire une discussion. Et en terminale, on va donner des rédactions peut-être préfabriquées pour voir les difficultés des élèves, par exemple, dans l'introduction, dans le résumé, quelles sont les reprises qu'ils font, quelles sont, sur les 7 règles du résumé, quelles sont, par exemple, les règles qui reviennent souvent, qui ne sont pas respectées. Vous allez travailler avec eux et vous allez voir que les élèves, en tout cas, seront motivés. Donc voilà, ça c'est un résumé. En dissertation, c'est pareil, je l'ai dit. En commentaire composé, j'ai commencé par la lecture méthodique. Parce que la lecture méthodique, c'est à une sorte de lien avec le commentaire composé. C'est cette idée de centre d'intérêt. La lecture méthodique n'est pas le SLIPEC, c'est-à-dire l'étude linéaire du texte, mais vous regroupez les idées qui se ressemblent dans le texte et vous faites des centres d'intérêt. Donc c'est intéressant pour le commentaire composé aussi, qui regroupe justement des idées pour faire des centres d'intérêt. Si les élèves maîtrisent la lecture méthodique, je pense que même le programme officiel propose ça, mais on ne va pas dans les détails, quoi. Donc la lecture méthodique, si les élèves la maîtrisent bien, alors c'est plus facile pour l'enseignant d'introduire la question de commentaires composés. Et donc là, j'ai arrêté juste la question de lecture méthodique en seconde et les caractéristiques du texte à commenter. J'ai arrêté le programme en seconde. Maintenant, en première, on enchaîne pour voir comment on peut regrouper les centres d'intérêt. Ça, c'est plus de détail, je ne rentre pas dans le détail. Dans le livre, c'est clair. Ensuite, en terminale, là aussi, on revient sur les difficultés des élèves à rédiger un commentaire. Si bien que les 3 exercices, chaque fois, vous rencontrez de nouvelles choses. Voilà la quintessence vraiment du livre. Et je vous avoue que l'impact sociétal que ça a apporté,
j'ai beaucoup de témoignages, que ce soit des enseignants ou même des inspecteurs ou des conseillers pédagogiques qui me disent vraiment c'est un outil très important. Bon, malheureusement, vous savez, des choses comme ça, moi je n'ai pas produit pour que ça me rapporte de l'argent, mais le ministère à l'époque qui était ministère de l'enseignement secondaire, dès que j'avais le livre était sorti, c'est la question que j'allais poser. voilà, j'avais envoyé 2 exemplaires, mais jusqu'à aujourd'hui on ne m'a pas donné de réponse. Moi j'avais dit si ça vous intéresse, en tout cas voilà, moi j'ai publié un manuel et qui est très accepté par les enseignants qui l'utilisent, même maintenant beaucoup l'utilisent et qui m'appellent souvent pour venir discuter parce que ce n'est qu'un manuel. À l'intérieur, il y en a qui ne sont pas d'accord avec telle ou telle chose et je leur dis bon, on discute. Une fois, il m'a même invité CS Rive Droite, un enseignant m'a invité pour aller le suivre et puis on a discuté parce qu'il n'est pas d'accord sur cette telle démarche que j'ai eu à adopter, pourquoi, etc. Je m'explique. Donc c'est un débat qu'on a organisé, mais en dehors vraiment des caméras et des voix officielles. Voilà. Oui, c'est intéressant. En tout cas, c'est un outil indispensable. Vraiment. Je pense que il devrait être vulgarisé et mettre à la disposition des enseignants du secondaire. Et donc, et j'espère que vous êtes aussi impliqué dans l'élaboration des programmes. Bon, programme, une fois, quand j'étais revenu des études, on m'a nommé inspecteur pédagogique. Donc, et j'avais trouvé donc la révision du programme. Et donc, j'ai intégré. On avait apporté notre contribution à l'époque. Mais après, maintenant, il y avait eu un autre programme en 2015 le premier a été révisé, c'est sorti. Et tout récemment, il y a un autre, mais je n'ai pas été impliqué. Ah oui, parce que, surtout au début, vous parlez de la lecture, quelque chose de très important. Aujourd'hui, ceux qui à l'université, même les étudiants ont du mal. C'est notre problème. Alors, moi, aujourd'hui, mes étudiants le savent. Souvent, je les embête sur la lecture. Je dis, tu ne peux pas être un littéraire, un étudiant de lettres, et ne pas lire. Ça, c'est impossible. Et je pense que ceux qui vont me regarder, ils le savent, je leur dis. Et qu'est-ce que je fais quand l'occasion se présente, je fais la motivation à la lecture. C'est quoi la motivation à la lecture? Souvent, c'est je prends le résumé de l'œuvre, je commence juste à raconter et puis au bon moment, j'arrête pour leur dire, bon, si tu veux savoir la suite, vas-y lire. Et ça marche. Souvent, il y en a qui lisent. Aujourd'hui, Dieu merci, mes étudiants qui sont aujourd'hui jusqu'en licence, je sais que beaucoup sont arrivés à intégrer la lecture, à avoir le goût de la lecture. Vous savez, c'est notre faute aussi. Les élèves ou les étudiants ne sont pas motivés dans la lecture. Ce que toi-même tu fais, tu n'appuies pas sur une lecture. Souvent, c'est des généralités. Et donc, qu'est-ce qui les motive à lire? Ils ne peuvent pas lire. Moi, j'ai essayé de le faire et je sens que mes étudiants, en tout cas, je les vois, ils lisent et il y en a qui viennent me demander par rapport à leur fiche de lecture, est-ce que c'est bien, est-ce qu'ils ont bien fait? Donc, ça porte un peu. C'est important, il faut la motivation. Voilà, il faut la motivation, justement. Il faut la motiver. Merci beaucoup, chers collègues, professeurs. En lisant votre CV, je remarqué que vous avez participé à beaucoup de manifestations scientifiques, de colloques, donc vous pouvez en parler un peu de ces rencontres ou une de ces rencontres qui vous ont marqué? Ah oui, les colloques, c'est vraiment des manifestations scientifiques très importantes dans la vie d'un enseignant-chercheur parce que c'est le couronnement de vos recherches. Souvent, vous venez vous présenter le résultat de vos recherches, même si c'est sous forme d'articles, etc. Et vraiment, c'est très important. Et si vous avez la possibilité, en tout cas, je parle aux jeunes collègues, il faut toujours participer. On apprend beaucoup. D'abord, les rapports humains
que vous allez tisser. Ensuite, même scientifiquement, vous allez apprendre. Moi, je vous dis, par exemple, le premier colloque international auquel j'ai participé, c'est à Lomé, à Ouaga, en 2006. Alors, en 2006, j'étais parti à ce colloque et j'ai appris, parce qu'il y avait les grands littéraires qu'on connaît, Jacques Chevrier, René Garnier, donc des gens que nous voyons à travers les livres, mais que j'ai rencontrés. Souvent, quand on sort, on échange. Vraiment, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est extraordinaire. Et j'ai échangé avec lui sur beaucoup de choses. Je lui pose des questions sur des choses, qu'il a eu à faire, et j'avais eu beaucoup d'informations. Donc on apprend. Et vraiment, le colloque qui m'a beaucoup marqué, c'est le plus récent, en 2019. Il y avait un de nos collègues à Ouaga, Salaka, qui partait à la retraite. Oui, c'est un ami. Voilà, qui partait à la retraite, c'est un ami aussi. Et on a voulu faire un hommage donc à lui. Et nous avons été invités pour aller participer donc à ce colloque. Vraiment, c'était émouvant. Les témoignages, moi j'étais très ému parce que Salaka, justement, la première fois que je l'ai rencontré, c'est en 2006, à l'occasion de ce colloque. Et après, on a maintenu les relations, on correspondait par mail toujours. Et donc, il n'y avait invité principalement que des amis, et c'était vraiment extraordinaire. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Voilà. C'est intéressant. Et puis, c'est vrai que les rencontres scientifiques ouvrent aussi des portes, des portes des laboratoires, des réseaux scientifiques. Voilà. Vous me rappelez, c'est en 2006, quand j'étais à Ouaga, j'avais donc tissé des relations avec Salaka, et j'ai même été dans son laboratoire en 2012 pour un voyage d'études. Voilà. C'est pareil à Lomé aussi. J'ai été en 2012 toujours en voyage d'études là-bas. C'est non seulement ça, mais j'ai intégré le laboratoire à Ouaga, le laboratoire qui s'appelle Laboratoire Littérature, Espace et Société. Au cours justement du colloque dernier, là, le 19, et ils m'ont dit, écoute, toi, tu travailles sur la littérature africaine. Nous, on a un laboratoire. C'était la Borlande avant, mais que nous avons restructuré maintenant, voilà, ça s'appelle comme ça. Et donc j'ai intégré. Voilà. C'est ça. Un exemple. Voilà, un exemple concret de rencontre. Et aussi, les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est où on va publier les revues. Mais au cours des rencontres comme les colloques là, vous allez rencontrer des collègues qui vont vous donner des adresses pour publier, etc. C'est vrai, avoir des supports de publication des travaux. C'est très intéressant. Toujours en regardant le CV aussi, vous avez aussi dans vos travaux d'enseignement, de recherche, à côté de tout ça, il y a aussi l'encadrement. J'ai remarqué que vous avez encadré beaucoup de mémoires, 19 mémoires. Donc 4 en cours. Donc 4 en cours, donc 15 qui sont terminés. Voilà. Il y a 3 thèses, dont 2 en cours. Il y a une qui est en instruction. Il y a une autre qui est pratiquement terminée aussi. Voilà. Voilà, donc vous participez à la formation des jeunes qui vont prendre la relève. C'est aussi une autre dimension de notre responsabilité. Vous savez, l'enseignant-chercheur, il est chercheur, il est enseignant. Et dans cette rubrique enseignant, c'est aussi, il doit former. Donc former, ce n'est pas seulement donner le savoir théorique, mais aussi passer à la partie pratique en essayant d'encadrer les étudiants pour un travail de recherche. C'est ça l'encadrement que nous faisons. Et Dieu merci, en tout cas sur les 15 mémoires de master et de maîtrise que j'ai encadrées, en tout cas c'est une très belle expérience. C'est un parcours où toi-même enseignant, tu vas apprendre les difficultés de tes étudiants. Est-ce que ils savent comment faire les recherches? Ça va te pousser toi-même à aller
plus en détail au fond pour leur montrer voilà comment il faut faire. Et souvent, c'est intéressant, justement. Ce n'est pas que eux ils apprennent seulement, mais vous-même, vous apprenez dans l'encadrement. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Et nos étudiants, ils viennent. En tout cas, moi, j'ai une seule condition pour prendre un étudiant, c'est que son sujet cadre bien avec ma spécialité. Si ton sujet ne cadre pas avec ma spécialité, actuellement j'ai un petit problème avec un qui veut faire du théâtre et il veut que ça soit moi. Donc je lui ai dit ça, c'est pas ma spécialité. Il y a quelqu'un qui peut t'encadrer et je l'ai dirigé vers un collègue qui fait théâtre pour aller. Bon, souvent la question de mémoire, de l'encadrement, on dit que c'est une question de relation entre l'encadreur et l'étudiant. C'est une dimension qui joue, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours évident parce que si le sujet que tu as choisi ne relève pas du domaine de spécialité de l'enseignant, il ne peut pas vous encadrer. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Et vous avez sur toute autre activité aussi participé à animer des vies associatives, notamment. J'ai vu que vous êtes premier vice-président de l'association sportive de football de l'université de Niamey. Pas de l'université, c'est la fédération. Ah, c'est la fédération, voilà, fédération nigérienne. La FENISU, voilà, Fédération du sport universitaire. Oui. Alors là, je suis membre justement, jusqu'à présent d'ailleurs, je suis membre. Moi, je suis dans le football, donc ce qui touche le football. Donc, voilà. Footballeur. Voilà, donc il y avait la FENISU qu'on a créée et on m'a appelé puisque j'étais souvent avec les étudiants au terrain pour participer donc au bureau, le premier bureau de la FENISU. Depuis, je l'ai intégré, je n'ai pas quitté. Ensuite, je suis président d'honneur d'un club, je ne le suis plus maintenant, à Port-Riva, un club de 2e division, où là aussi on m'a appelé pour être président d'honneur, pour donner aussi, apporter ma pierre, comme on dit, à la construction de l'édifice. Donc la vie associative, vraiment, sur le plan sportif, je suis très actif. Même actuellement, je suis vraiment actif. Voilà. C'est bien d'accompagner les jeunes. Je suis président d'honneur aussi d'une ONG, vous avez vu. Là aussi, c'est une ONG qui vient de naître. On n'a pas jusqu'à présent fait notre baptême de feu, mais je pense qu'on va aussi amener notre contribution là aussi au développement du Niger. Voilà. C'est très intéressant, professeur. Et justement, comme vous êtes en relation avec la jeunesse, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit des jeunes comme dernier mot de cet entretien? Oui, les jeunes, ce que je vais leur dire, d'abord au niveau des étudiants, il faut avoir confiance en soi. Souvent, ça c'est la dimension que j'ai constatée chez nos étudiants. Il y en a qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ensuite, il faut avoir un objectif, c'est-à-dire savoir ce que tu cherches. Ça c'est très important parce que justement, si tu as confiance en toi et tu sais ce que tu veux, tu vas arriver. La plupart du temps, le problème des étudiants, c'est des gens qui viennent, ils s'inscrivent, mais ça c'est les jeunes étudiants, je veux parler de la jeunesse de manière générale, ils s'inscrivent et souvent ils tergiversent, ils tournent autour du pot et ils pensent que quand ils jouent, c'est l'enseignant qui a fait. Souvent il y a un banc de lamentation au niveau de la fac de lettres, je l'appelle comme ça. Monsieur m'a retenu. Quand ce n'est pas tes étudiants, ils ne vont pas cacher ça. Devant toi, ils vont te dire, monsieur m'a retenu, c'est donc un autre monsieur, à toi. Alors, comme si monsieur là, ça lui fait plaisir de te retenir. Bon, alors que c'est le travail qui paye, il faut travailler. Alors, la jeunesse, de manière générale, c'est qu'elle a une mission, il faut qu'elle sache ça. La mission d'instaurer, justement, les droits de la société. Je parle de manière générale, vraiment. La société, la communauté dans laquelle tu vis, elle a des droits
et tu es un moteur de cette société ou cette communauté. Et il faut que la jeunesse prenne conscience. Partout, regardez le changement au Niger, qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est la jeunesse. En 90, si les étudiants, nous étions des étudiants, si on n'était pas sortis pour marcher, au Niger, on n'aura pas ça. C'est la même chose, même maintenant. Il faut que les étudiants soient à l'avant-garde des luttes et la jeunesse de manière générale, qu'elle cesse d'être embrigadée par des idées politiques souvent qui les font perdre. Et ça, vraiment, c'est pas la jeunesse. Moi, la jeunesse, je pense qu'elle a une mission. Et cette mission-là, il faut qu'elle soit consciente de cette mission. Voilà ce que je pense et comme conseil qu'il faut donner à la jeunesse. Okay. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre professeur Boulama Kao, enseignant-chercheur à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Nous vous remercions de nous avoir suivis chez vous. Et merci à tous et à toutes et à la prochaine dans les greniers des savoirs. Merci, chers collègues. Merci.